Bonsoir, chers tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Désolée du retard, nous avons pris un petit peu de retard, mais j'espère que vous me voyez très clairement, j'espère que vous m'entendiez. J'attends d'abord que vous soyez nombreux. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un entrepreneur, un serial entrepreneur. Donc, je vous attends. On vous réserve ce soir une grande surprise. Oui, parce que je vous avais promis au début de l'année en fait d'inviter des entrepreneurs sur des lives afin d'effectuer un partage d'expérience, de connaissances, de savoir-faire. Donc aujourd'hui, je tiens tout simplement ma parole. J'invite un des entrepreneurs les plus connus de l'Afrique francophone, un Camerounais. Je vous laisse deviner qui c'est. C'est un serial entrepreneur, le fondateur de... Non, pour l'instant, je réserve le nom, sinon c'est sûr que vous saurez qui c'est. Donc, pour l'instant, je vous incite à partager au maximum, à liker, mais surtout à partager au maximum. C'est important. Partager au maximum. Partagez. Aujourd'hui, nous allons parler de vraies choses. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler du développement d'Afrique. Nous allons parler d'investissement en Afrique. D'accord? Donc, je vous attends. Nous avons pris un petit peu du retard, ce que j'avais dit effectivement 21h, mais là, il s'avère que c'est beaucoup plus. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on soit déjà présent. D'accord? Donc, je vous incite à partager. Merci de tapoter l'écran. Tapotez l'écran au maximum. J'attends que vous soyez présents. Merci de tapoter l'écran au maximum. Merci de partager. Merci de tapoter. Alors là, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas du tout. J'ai agrandi en fait les commentaires. Je ne sais pas du tout comment les réduire. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Oula, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je me vois quasiment plus. Balayer vers la gauche. Ah, ok, d'accord. Super. Donc, merci de partager l'écran, merci de partager le live, merci de tapoter au maximum. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un docteur, mais également un médecin. Est-ce que vous avez déjà vu ça? En tout cas, cette fois-ci, je sens que ça sera très sucré parce que nous avons affaire avec un serial entrepreneur qui entreprend dans le domaine de l'agroalimentaire, qui entreprend dans le domaine, je pense, de l'informatique, qui entreprend également dans pas mal de domaines. Donc, il sera tout simplement là pour faire un partage d'expérience, de savoir-faire, de connaissances. Je vous incite à vous abonner au maximum. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Claudel Nubici. Je sais que vous avez hâte. J'ai reçu pas mal de messages, pas mal de commentaires. Et sans plus tarder, on va le faire monter. Parce que oui, c'est pas parce que nous avons beaucoup de temps que tout le monde a beaucoup de temps. Donc, on va essayer de le faire très rapidement. Et pour tous ceux qui auront des questions, je vous incite à poser des questions dans les commentaires. Avec plaisir, on va vous répondre. Bonsoir, docteur Claudel Nubici. Bonsoir Fanta, je ne sais pas si on m'écoute. Si c'est le cas, bien vouloir me confirmer cela. Oui. Moi, je t'entends super bien. D'accord, Par contre, je ne te vois pas, je ne sais pas si c'est normal. D'accord, je vais regarder ça vite fait. Alors... Pour tous ceux qui auront des questions, c'est dans les commentaires, d'accord? D'accord, parfait, j'ai enregistré. Voilà, D'accord, super. Alors, je vais juste essayer de nous aligner comme ça. Je pense qu'il y aurait... Enfin, je ne maîtrise pas trop TikTok, donc veuillez m'excuser. Hein. Est-ce que quelqu'un sait comment utiliser les grilles là pour... C'est ma faute, j'aurais dû me familiariser. Mais bon, c'est pas grave, on va trouver une solution. Comment vous faites pour faire monter les gens? Je crois que c'est là, dans Réglages. Super. D'accord, parfait. Et bien voilà,
On croit qu'on y arrive toujours. Finalement, c'est Bonsoir, ça. docteur. Bonsoir Fanta, et toi? Très bien, merci. J'ai le plaisir de... Je suis très, très honorée de t'avoir. Je ne sais pas si on peut se voyer, si on peut se tutoyer. Pas plus simple de se tutoyer. D'accord, super. Je suis très contente, très, très contente parce que oui, j'ai tenu à ce que tu sois l'une des premières personnes à participer sur ma plateforme. Donc, Talk by Fanta, qui a pour but de mettre en lumière les entrepreneurs. Je profite de l'occasion pour dire de tapoter l'écran au maximum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Avec grand plaisir, on va vous répondre. Ne pleure pas, c'est lui. Effectivement, c'est lui. Aujourd'hui, on ne pleure pas, on va s'expliquer. Personne ne va pleurer ici aujourd'hui. Il est interdit de pleurer, d'accord? Donc, c'est un plaisir de vous recevoir, monsieur. Ah ben voilà, on a déjà des fans. C'est un plaisir, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci de tapoter l'écran au maximum. Docteur Claudel Nubici, merci d'être là encore une fois. Merci de nous honorer. Je sais pas si je peux aller droit dans le but ou tu as quelque chose à dire pour l'instant. Alors peut-être ce que je pourrais dire d'entrée de jeu, c'est déjà que c'est une opportunité pour moi de participer à ce direct. C'est ma première fois aussi de faire un direct sur TikTok. En général, c'est sur Facebook. Donc voilà, ce sera un plaisir de partager modestement les connaissances que j'ai avec toutes les personnes qui aimeraient bénéficier de mon expertise. Donc voilà, Je suis on très peut y contente aller. que tu sois l'une des premières à, à te faire venir sur TikTok. Alors, docteur Nubici ou docteur Claudel, qu'est-ce que tu préfères? Peu importe. Claudel, c'est plus simple. C'est plus. D'accord, super. Alors, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et essayer de parler un petit peu de toi, un bref résumé en fait de toi. D'accord. Comme je bavarde beaucoup, est-ce que j'ai un temps limite pour la Tout le- présentation? tu as absolument tout le temps. Franchement, c'est ton live, donc fais-en ce que tu veux. Ok, si je devrais me présenter, je vais donc commencer par mon nom. Mhm. Je suis Numbisi Claudel Joël. Ça, c'est mon nom, ou plutôt celui que mes parents m'ont donné. En termes de parcours purement académique, j'ai fait tout mon parcours au Cameroun, l'école primaire, le secondaire, où j'ai eu mon bac C au sud du Cameroun. Ça s'appelle une ville, Ebolova. Donc, dès que j'ai eu mon bac C là-bas, j'ai continué mes études de médecine à l'ouest du Cameroun, à l'Université des Montagnes, où j'ai eu mon doctorat en médecine en 2017, plus précisément, en 2014, pardon, parce que j'ai fait de 2007 en 2014, c'est-à-dire 7 ans en fac de médecine, où j'ai eu mon doctorat en novembre 2014. Donc, après mon doctorat en médecine, j'ai travaillé dans plusieurs structures hospitalières, privées, publiques, confessionnelles, avant de me lancer à mon propre compte en 2015, en créant une structure hospitalière qui s'appelle SOS Médecins Cameroun, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Donc, c'était une structure à travers laquelle nous faisions des prestations médicales extra-hospitalières. C'est un terme barbare qui veut dire quelque chose de simple. Ça veut dire qu'on faisait tout ce qui se passe à l'hôpital, mais à domicile. Donc, si vous vous faites consulter à l'hôpital, nous, on pouvait le faire à domicile. Si vous bénéficiez des soins à l'hôpital, nous, on le fait à domicile. Si vous voulez effectuer un examen, par exemple, une numération formule sanguine ou tout autre examen biologique, si vous ne voulez pas venir au laboratoire ou à l'hôpital, nous, on a une équipe pour le faire à domicile. Donc, c'est ce qu'on appelle la médecine extra-hospitalière. Donc, c'est ce qu'on faisait avec le projet SOS Médecins et plusieurs collègues médecins avec qui je me suis associé pour faire ce projet. Ensuite, la passion de l'entrepreneuriat m'a envoûté et j'ai commencé à enchaîner projet après projet. Il y a eu la Startup Academy qui est née en 2016 où nous accompagnons donc des personnes à mettre en place des projets. Nous essayons un peu de stimuler les jeunes à comprendre l'importance de l'entrepreneuriat et ce pourquoi, après les études, il faudrait quand même qu'il y ait une proportion de jeunes qui pensent à entreprendre, bien que ce soit très difficile, bien que ce soit très complexe, bien que ça rende les plus chanceux fous. Mais c'était un peu ça notre rôle à travers la Startup Academy. Après la Startup Academy, il y a eu plusieurs autres projets que nous avons développés. Je peux citer par exemple Startup Group, qui est un peu comme la filiale industrielle de la Startup Academy, où nous avons développé plusieurs projets industriels, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine cosmétique, dans le domaine des services. Ensuite, nous avons lancé d'autres projets comme le cabinet, le CENIC, c'est la signification du Claudel Numbissier International Consulting. Donc, c'est un cabinet qui permet d'accompagner les entreprises, les multinationales en ce qui concerne les stratégies marketing, en ce qui concerne la stratégie globalement
ou encore la communication. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de personnes qui souhaiteraient bénéficier de notre expertise. Ensuite, on a lancé beaucoup d'autres projets. Je peux citer la tontine structurelle africaine. Ce sont des personnes avec qui nous avons décidé de nous mettre ensemble et avec qui nous développons dans des projets. C'est ainsi qu'est né le projet Njoka, par exemple, qui est une marque agroalimentaire qui propose pour le moment des chips de bananes plantain et qui, dans le futur, va proposer d'autres produits. Il y a eu le projet Sur Mesure, qui est abrégé SM, que vous allez certainement voir la plupart des fois, que ce soit sur mes vêtements, sur mes chaussures, sur mes sacs ou tout autre accessoire que j'ai. C'est une marque que nous avons créée en 2016, qui a plus de 7 ans aujourd'hui aussi, où en fait, ce que nous faisons, c'est de montrer que les Africains peuvent exporter l'excellence. Au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains, nous fabriquons notre propre matière première provenant de j'ai envie de dire quoi, de nos matières premières, c'est-à-dire on les transforme, par exemple en tissu, par exemple en fil, qu'on utilise ultérieurement pour pouvoir confectionner des vêtements, des chaussures, des sacs. Et bien sûr, on complète cela avec des matières premières qui viennent d'Occident aussi. Donc ça, c'est sur mesure. Ensuite, j'ai aussi écrit beaucoup d'ouvrages. Aujourd'hui, j'en ai publié 12 dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu de façon résumée, parce que ça prendrait trop de temps d'expliquer tout ce que je fais. Voilà un peu qui est Effectivement, nous allons Claudette parler Pellemouze. de chacun en fait de ces aspects de votre vie, enfin de ta vie, pardon. Donc, la première des choses ici, c'est de savoir déjà, je tiens à vous féliciter je tiens à te féliciter. J'ai un peu du mal avec le tutoiement, mais je tiens à te féliciter pour ce que tu fais parce que c'est quand même pas très fréquent dans notre communauté de voir. Je veux dire, il y a des jeunes qui se battent, mais surtout rallier beaucoup de choses en même temps, c'est quand même pas très fréquent. Et je tenais à te féliciter pour ça. Mis à part ça, j'aimerais savoir quel a été l'élément déclencheur vis-à-vis de ce changement majeur. Vous savez, c'est pas toujours très fréquent de voir un entrepreneur quitter, je veux dire, le monde de médical et rejoindre le monde de l'entrepreneuriat. Parce que moi, je pars souvent du principe où, en tant qu'entrepreneur, en tant que médecin déjà, j'aime pas trop le dire, mais c'est comme si le cerveau était déjà formaté avec l'école. Le parcours scolaire, tout était pensé à penser tout droit. Donc, they don't think out of the box. Ils pensent pas au-delà, en fait, et c'est très surprenant quand même de voir un médecin qui fait celui-là. Moi, par exemple, mon père, il était médecin. Il avait du mal à rallier l'entrepreneuriat et la médecine parce qu'il était très focus dans ce qu'il faisait. J'aimerais savoir si vous n'avez premièrement pas eu du mal et deuxièmement, quel a été ce parcours déclencheur déjà, enfin cet élément déclencheur en fait de ce changement majeur. D'accord. Alors, c'est une question qui est très pertinente parce que oui, la médecine est certainement l'une des disciplines scientifiques les plus complexes. Pourquoi complexe? Parce que voilà, à la fin de la formation, on prend quand même en charge des personnes et la moindre erreur peut entraîner toute une famille dans un deuil. Donc, il faut être très méticuleux, il faut être très pointu, il faut beaucoup lire, il faut être, j'ai envie de dire, paranoïaque en fait, en ce qui concerne ses études. Donc, la médecine est très difficile, mais moi, j'avais une particularité, c'est parce que je ne voulais pas faire la médecine. Et ça, c'est un élément qui est très important, parce que moi, j'étais au secondaire. Au secondaire, j'ai été très brillant en mathématiques. Et voilà, moi, j'ai toujours voulu faire les mathématiques dans ma vie. Après le bac C, j'ai fait beaucoup de concours. Je devais même aller continuer les mathématiques à l'étranger. Sauf que mes parents voulaient un médecin dans la famille. Donc, je me retrouve en train de faire la médecine malgré moi. Et moi, ça m'énervait tellement, mais étant donné que c'était aussi une ambition que mes parents avaient, je me disais, si je réussis à rendre mes parents heureux, peut-être que moi, je le serais aussi. Donc, ce qui fait qu'en fac de médecine, je réfléchissais comme un mathématicien, mais en fac de médecine. Ça veut dire que chaque fois que j'étais en classe, je me disais, qu'est-ce qui cloche dans le domaine de la santé à l'hôpital et que je peux résoudre avec mes compétences en mathématiques ou alors avec mes compétences dans les autres disciplines scientifiques. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup observer. Donc, que ce soit lorsque j'étais en classe, que ce soit lorsque j'étais à l'hôpital, j'observais beaucoup. Et après, j'ai fini par me rendre compte que les meilleurs entrepreneurs devraient en principe être médecins. Et je vais prendre quelques exemples. Moi, par exemple, lorsque je mets sur pied un projet, je vois ce projet comme un être humain. Et ça a toujours été le cas. Pour moi, le projet, c'est un être humain.
Moi, je pense que ceux qui ont même décidé d'appeler un projet ou une entreprise, une personne morale, c'est parce que ces personnes avaient compris qu'un projet, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui naît, qui grandit, qui se développe. Et si ce n'est pas bien entretenu, qui peut mourir, ainsi de suite. Donc moi, quand je vois un projet, je l'aborde comme étant un être humain. Ça veut dire que je suis très méticuleux dans ce que je fais. Parce que je sais qu'une moindre erreur peut entraîner une casse fatale directement. Et du coup, quand on aborde un projet comme un être humain, on est obligé de se comporter aussi comme un médecin. Parce que le médecin, c'est celui-là qui va analyser le côté psychologique de la personne, le côté biologique, le côté social, le côté culturel. C'est pour ça que j'aime parler de plusieurs disciplines différentes parce qu'en réalité, avec le temps, j'ai eu à me cultiver dans pratiquement tout. Parce que vous imaginez d'abord un étudiant en médecine, le nombre de matières qu'on apprend chaque année pour pouvoir sortir médecin. Donc, ça va pratiquement dans tous les sens. Parce qu'il faut comprendre l'être humain, en fait. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive à l'hôpital, il te dit qu'il a mal au ventre. Mais en fait, son mal de ventre, c'est dû à un stress lié au fait qu'on l'a viré au travail. Donc, si toi, tu es orienté juste sur mal de ventre, et que tu ne le prends pas dans sa globalité, tu passes à côté. Donc, moi, quand je vois un projet, je vois ce projet comme un être humain qui a un problème et qu'il faut solutionner. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas utiliser mes compétences médicales pour apporter des solutions entrepreneuriales, que ce soit aux patients, que ce soit aux médecins, que ce soit aux professionnels de santé ou alors à la population de manière beaucoup plus globale. C'est ainsi que je me dis, là, il faudrait que je puisse m'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc au début, pourquoi est-ce que je commence dans le domaine de la santé? C'est parce que je voyais un problème qui était évident. On sortait tous de la fac de médecine, sauf que l'intégration, moi par exemple, j'ai échoué le concours d'intégration pour devenir fonctionnaire, donc médecin fonctionnaire. Et je me disais, mais tous mes autres collègues qui ont échoué comme moi, on a échoué, ce n'est pas parce qu'on est les plus cons, c'est juste parce qu'il y a un quota. Et il y a aussi un équilibre régional qu'il faut respecter. Donc il y a beaucoup d'autres collègues qui, comme moi, sont peut-être compétents, mais n'ont pas la possibilité de passer ce concours. Eux, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc moi, je me suis posé cette question et je me suis dit, quelle est la solution qu'on peut proposer à ceux-là? Avant de proposer des solutions, il faut pouvoir les tester soi-même. C'est pour ça que quand on donne un conseil, il faut toujours se rassurer qu'on comprend de quoi on parle. Sinon, on risque d'entraîner les gens au cimetière parce qu'on va leur parler des choses qu'on a entendues quelque part alors qu'en réalité, ça ne correspond pas à la réalité. Donc, j'ai décidé de commencer avec le projet SOS Médecin. J'utilisais les réseaux sociaux parce que je me disais les réseaux sociaux peuvent permettre de pouvoir mieux pratiquer son art médical. Donc, j'avais créé une page Facebook, je communiquais dessus, j'allais consulter à domicile, j'avais acheté le matériel indispensable pour pouvoir le faire. Et quand je me rendais compte que ça fonctionnait, parce qu'il y a des jours où je pouvais recevoir 10 coups de fil, 20 coups de fil de personnes qui voulaient que j'aille les consulter à domicile, et ça coûtait quand même 5 000 francs en journée, 10 000 francs en soirée, le week-end ça coûtait 15 000 francs, et je n'arrivais pas à le faire seul. Donc c'est comme ça que je commence à contacter d'autres collègues pour leur dire, voilà une opportunité, il faudrait qu'on le fasse ensemble parce que moi seul je suis déjà dépassé en fait parce que ça prend déjà une ampleur très importante. On a commencé à le faire et ensuite je me suis dit, mais la manière dont c'est en train de fonctionner là, ça veut dire que c'est une solution qu'on peut proposer à d'autres médecins ou alors à d'autres personnes qui sont des professionnels de la santé. Donc c'est comme ça que je commence à partager cette connaissance-là au travers de conférences qui au début étaient gratuites et se déroulaient dans les sièges de SOS Médecins. Donc c'est comme ça que mon aventure entrepreneuriale en réalité commence. Parce que quand je lance SOS Médecins, c'est parce que je n'ai pas de travail en fait. Donc je n'ai pas eu le concours, je suis en train d'effectuer les gardes dans les hôpitaux, les cliniques tout le temps et je me dis que je n'ai pas d'avenir en le faisant. Je me dis, est-ce que je ne pourrais pas mettre sur pied un projet dans le domaine de la santé en utilisant les autres compétences que j'ai, comme Internet ou alors comme les autres compétences que j'ai globalement en culture, en marketing et tout le reste. Et quand je le fais, je vois que ça fonctionne. Je l'ai fait pendant un an et demi. Je voyais que les résultats étaient bons. Je me dis, il faut que je commence à partager cela avec d'autres professionnels de santé. Et quand je le fais, le déclic se produit, la Startup Academy naît. Dans la Startup Academy, on commence à réfléchir sur d'autres projets. Et c'est comme ça que les autres projets sont nés. Certains sont morts, comme un être humain qui n'a pas été bien entretenu, dont on n'a pas compris réellement les besoins du marché. D'autres se sont développés jusqu'à ce jour et ça fait une fierté globalement. Merci, merci beaucoup docteur, mais j'ai une anomalie juste là, je vais essayer de régler ça une seconde. C'est pas terrible, hein, voilà, je vous l'accorde, mais bon, on va y arriver. Alors, moi, j'ai entendu récemment bon, pas récemment, c'est vrai que ça date, ça fait à peu près un an que je vous suis quand même. Et je suis tombée sur une de vos vidéos où vous disiez en fait que
parfois, vous organisez des conférences qui étaient gratuites, mais personne ne venait. Enfin, vous vous êtes pris le mur à plusieurs reprises. Je veux dire, pourquoi en fait avoir insisté malgré autant d'échecs au début, malgré peut-être certains diront beaucoup d'humiliation, malgré autant de gêne parfois, parce que c'est très difficile d'avoir cette niaque de continuer encore, même après un échec. Mais j'appelle pas vraiment ça un échec, je dirais tout simplement que c'est de l'apprentissage, mais ça reste quand même un problème pour votre ego en tant que personne. Et déjà, comment ça s'est passé cette histoire de conférence? Est-ce que je l'ai bien entendu ou je suis en train de l'imaginer? Comment on peut... En fait, la question que je me demande, c'est plus comment on peut organiser une conférence gratuite dans le but de partager des connaissances et qu'il y ait personne. Enfin, il y a un truc qui va pas dans la conscience collective ou je comprends pas. Alors, effectivement, moi j'ai commencé à donner des conférences en 2016, comme je le disais, parce que je sors de la fac de médecine en 2014, je travaille dans des hôpitaux pendant plusieurs mois, ensuite je crée SOS Médecins, on développe le projet pendant pratiquement 1 an et demi. Ensuite, je me dis, il faut que je partage les connaissances que j'ai avec mes autres collègues parce que ça pourrait les inspirer. Et c'est là où je commence donc avec les conférences. Au début, c'était dans le siège de SOS Médecins à Yaoundé, pour ceux qui connaissent la capitale du Cameroun, Nouvelle Route Bastos. Et je commence à donner des conférences gratuites. Donc, j'avais mon profil sur Facebook. Je communiquais tout simplement en disant, ce samedi, nous allons avoir tel événement comme ceci. On va parler de telle thématique. Si vous êtes intéressé, vous venez. Donc, au début, je ne voulais pas particulièrement qu'il y ait des gens parce que moi-même, je ne maîtrisais pas encore ce que je devais partager avec eux. Donc, c'était comme un échantillon. Je pourrais appeler ça un projet pilote. Donc, je prenais juste très peu de personnes qui venaient. Je me rappelle la première conférence, il y avait 4 personnes. Mais ça me plaisait parce que c'était pour moi un moyen d'apprendre à partager mes connaissances et voir si ça intéresse les gens. Donc, je l'ai fait et je me rendais compte qu'ils étaient très satisfaits. Je l'ai fait une deuxième fois, une troisième fois, avant de m'engager maintenant à le faire à grande échelle. Et c'est là où il y a eu beaucoup de casse parfois. Donc, j'ai eu à taper poteau tellement de fois. Ça veut dire que tu vas, par exemple, aller dans un hôtel. Tu vas louer une grande salle qui fait 150 places. Et qui dit louer dit qu'il faut payer. Ensuite, tu vas prendre des hôtesses que tu dois payer. Tu vas préparer le casse-croûte. Tu vas préparer un budget pour communiquer. Tu vas produire des vidéos. Ça va te prendre peut-être un mois pour pouvoir organiser ton événement. Et le jour de l'événement, lorsque tu arrives dans la salle, la conférence doit commencer à 9 heures. À 9h30, tu as 2 personnes. À 10 heures, tu as 3 personnes. À 11 heures, 11h30, tu as 5 personnes dans une salle qui fait plus de 150 places, parfois 200. Et là, il y a une question que tu te poses. Les personnes qui sont là, est-ce qu'il faudra annuler l'événement? Parce qu'en fait, il y a quand même des gens qui ont cru en toi. Je veux dire, même si la salle fait 200 places, il y a quand même 5 personnes qui sont là. Certaines sont venues à l'heure, qui se sont assises là pour t'écouter. Donc, tu ne vas pas venir commencer à leur dire que comme la salle n'est pas pleine, tu annules l'événement. Non. Surtout que tu as déjà perdu de l'argent. Voilà, tu as tapé poteau, tu as déjà investi de l'argent, les hôtesses sont là, la nourriture est là. On ne va pas annuler en fait. Tu te dis, ok, ce que je vais faire, c'est que voilà, on ne pleure pas. Je vais essayer de leur partager mes connaissances. Je vais essayer d'interagir avec eux. C'est vrai qu'eux-mêmes, ils se sentent un peu perdus parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été piégés ou qu'ils sont des cobayes. Parce que voilà, eux peut-être qui te suivaient en ligne, qui se disaient que ça devait être du monde. Ils se disaient qu'il faut qu'ils arrivent tôt, sinon ils seraient les derniers. Ils se rendent compte finalement qu'ils sont les seuls. Donc au début, ça trouble un peu et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais comme je le dis, moi j'entreprends comme un médecin. Ça veut dire que moi, quand je reçois un patient en consultation qui a un symptôme ou alors qui présente un syndrome ou alors qui souffre d'une maladie et que je décide par exemple de l'hospitaliser, je mets en place une prise en charge qui prend en compte un ensemble d'éléments. Si le lendemain, je me rends compte que son état ne s'améliore pas, après 2 jours, son état ne s'améliore pas, en fait, le problème, ce n'est pas le patient. Le problème, ce n'est pas le lit sur lequel il est couché. Le problème, c'est peut-être ma prise en charge qui n'est pas bonne. Le problème, c'est peut-être les médicaments qui ne sont pas adéquats. Le problème, c'est peut-être parce que je n'ai pas réellement identifié exactement de quoi il souffre. Donc moi, c'est comme ça que je réfléchissais. Je me disais, s'il n'y a pas eu beaucoup de gens, le problème, ce ne sont pas les gens. Le problème, c'est toi, en fait. Peut-être tu n'as pas bien communiqué. Peut-être tu n'as pas su toucher la cible qu'il faut. Peut-être tu n'as pas su utiliser les messages qu'il faut. Peut-être tu n'as pas eu la bonne approche. Peut-être il fallait que tu mettes que ce soit payant. Parce qu'il y a des gens, peut-être, quand ils voient gratuit, ils estiment que voilà, c'est quelque Ça chose vaut pas juste la pour peine, s'amuser. surtout dans la conscience Voilà. africaine, hein.
Voilà, exactement. Donc, ce qui fait en sorte que moi, à chaque fois que ça ne fonctionnait pas, je me disais, là, c'est une opportunité de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et de le refaire. Donc, ce qui fait que quand ça ne fonctionnait pas, le mois qui suivait, je refaisais. Le mois qui suivait, je réorganisais une nouvelle, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai trouvé la formule qui permet à ce que ça fonctionne. Donc, je me rappelle la première fois que j'ai organisé une conférence dont la salle était pleine. J'étais en fait ébahi, je voyais les gens se disputer, je voyais les gens debout parce que toutes les chaises étaient pleines et en plus la conférence était payante. Et là j'ai compris que voilà, j'ai trouvé la formule. Et c'est comme ça que j'ai commencé à appliquer cette formule. Et ça m'a permis de comprendre que le problème ce n'était pas les gens. Le problème c'est parce que je n'avais pas trouvé la formule. Donc c'est ce mindset-là qui m'a poussé à ne pas me décourager. Parce que parfois tu te dis, ce n'est pas intéressant, ça n'intéresse pas les gens. Non. Ça intéresse les gens, juste que tu n'as pas su bien les toucher. Ça intéresse les gens, juste que tu n'as pas su identifier la proportion de la population qui est intéressée par ça. Ça intéresse les gens, juste que tu n'as pas su toucher le nombre de personnes critiques qui pourraient permettre à ce que ta salle soit pleine. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui devraient être pris en compte pour que tu te remettes en question toi-même. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui se remet en question. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des contingences externes, un peu comme la Covid. Tu peux te remettre en question, faire tout ce qu'il y a à faire. Mais dans l'environnement, il y a quelque chose qui se produit, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Ça peut arriver. Mais il ne faudrait pas que tu mettes tout sur le coup de la providence, sur le coup du fait que voilà, je me suis battu, mais les choses ne marchent pas, les gens ne m'aiment pas. Non, il ne faut pas pleurer. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux mieux faire? Et tu vas forcément t'améliorer. Mais je veux dire, c'est peut-être toi, ta façon de réfléchir, c'est ta façon de voir les choses, c'est peut-être que tu as été justement formaté à réfléchir, à penser de la sorte. Mais je veux dire, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne réfléchissent pas forcément de la sorte, qui marchent avec des esprits pessimistes. Enfin, c'est très compliqué pour eux de réfléchir de cette façon-là. Mais moi, j'aime bien ta façon de réfléchir parce que déjà, je dirais pas que tu te blâmes, mais tu te mets à l'épreuve premièrement et tu te dis en fait que si je ne suis pas à la hauteur, si j'ai échoué, c'est parce que j'ai une bonne part de responsabilité là-dedans. Mais entre nous, combien de jeunes africains entrepreneurs se remettent vraiment en question? Et je veux dire, combien parmi eux acceptent aussi leur défaite? Se dire que je suis peut-être coupable de ce problème-là, j'ai peut-être foiré de ce côté-là, de ce côté-là. Parce que la plupart du temps, ils sont dans l'ego, dans moi. Si ça ne réussit pas, c'est parce qu'il y a l'État, il n'y a pas de courant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Tu comprends qu'il y a un problème. Parce que moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais beaucoup ne seront pas d'accord avec toi. Alors moi, ce que j'ai à dire ici, c'est le fait que quand je dis qu'on ne pleure pas, il faut que les gens comprennent que c'est profondément spirituel en fait. Ça veut dire que c'est dans toutes les dimensions de la vie qu'on ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Je vais prendre un exemple. Est-ce que lorsqu'on entreprend en Afrique, l'État nous accompagne à faire quoi que ce soit? Moi, je trouve que non. En tout cas, pas assez. Il y a deux approches. Soit tu passes ta journée à dire l'État ne nous accompagne pas, en tant que jeune, on aurait dû bénéficier de ceci, on aurait dû avoir des subventions, on se bat mais personne ne nous suit. Ça, c'est une démarche qui ne produit aucun résultat. Parce que quand tu pleures, d'abord que quand les gens meurent, on s'en fout. Je parle de l'Afrique. Quand les gens meurent, on s'en fout. Quand il y a un accident, les gens meurent. Les gens filment pour publier sur Internet, pour dire qu'ils ont la primeur de l'information sur les morts. Ça, c'est les gens qui sont déjà morts. Bon, combien de fois toi qui pleures, tout le monde s'en fout en fait. Puisqu'on s'en fout de ceux qui sont morts. Donc ça veut dire que si toi tu viens tous les jours dire non, ça ne va pas, c'est ceci, c'est cela, en fait rien ne va changer. Rien ne va changer tant que tu ne décides pas que les choses puissent changer. Donc moi j'ai compris ça très tôt en fait, qu'en Afrique, d'abord qu'on s'en fout des morts, on banalise la mort, les gens meurent tous les jours, ça nous rend totalement insensibles même au final. Ça veut dire que combien de fois toi qui pleures? Parce que si on banalise celui qui est mort, qui ne va plus revenir, toi qui pleures, en fait les gens vont juste se moquer de toi. La preuve c'est quoi? C'est que sur Internet, quand vous voyez quelqu'un venir raconter une histoire triste, qu'est-ce qui se passe? Quand tu lis les commentaires, parfois ça te fait froid dans le dos. Tu vois des gens qui rient, tu vois des gens qui se moquent, tu vois des gens qui font de l'humour noir. Et tu comprends qu'en fait, même si ton histoire est douloureuse n'importe comment, les gens trouveront toujours le moyen de se moquer de toi. Ça veut dire que ce n'est pas ça la solution. Et moi j'ai compris ça très tôt. Et comme je dis toujours, l'avantage peut-être que j'ai, c'est le fait que je sois médecin. Et quand tu es médecin, surtout en Afrique, l'un des métiers que tu pratiques au quotidien,
c'est d'annoncer les décès. Parce que ça, c'est un des métiers des médecins en Afrique. Je ne suis pas en train de dire qu'en Occident, ça ne se fait pas. Mais en Afrique, en principe, dans notre formation de médecine, c'est vrai qu'on le dit parfois juste en passant, mais ça devrait être un module à part entière. Comment annoncer les décès? Parce que ça va faire partie de ton quotidien. Tu vas recevoir peut-être 100 patients, il y a 20 qui meurent. Parfois, ils meurent parce qu'ils sont venus très tard à l'hôpital. Parfois, ils meurent parce qu'ils ont d'abord essayé plusieurs décoctions qui n'ont pas fonctionné. Ils sont venus quand c'était déjà fini. Parfois, ils meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer, pour la prise en charge, pour faire les examens et tout ce qui va avec. Donc, ce qui fait qu'au final, tu te retrouves la plupart de ton temps à annoncer les décès. Ça veut dire qu'une famille vient avec son enfant, il faut que tu annonces que l'enfant est mort. Tu annonces que leur père est mort. Tu annonces que leur fille vient de mourir, ainsi de suite. Progressivement, ça rend insensible. Donc, et quand ça te rend insensible, tout ce qui te pousse à te relever chaque matin pour continuer de te battre, c'est la question qui essaie de savoir comment je peux faire pour réduire ces décès. Est-ce que je peux mettre en place une stratégie qui permettrait à ce que, si sur 100 personnes, 20 meurent, comment je peux faire pour que 10 meurent seulement? Ou alors que ce soit juste 5? Et quand tu te poses cette question, tu comprends que oui, l'État doit jouer son rôle, la société doit jouer son rôle, oui. Mais toi, tu n'as pas d'influence directe sur eux. Par contre, tu as une influence directe sur ce que tu peux faire. Tu peux améliorer tes connaissances. Tu peux sensibiliser les populations. Tu peux pousser les gens à comprendre que en Afrique, si tu veux avoir une bonne santé, il faut que tu aies de l'argent. Parce que moi, je décide de me concentrer encore beaucoup plus en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est une sorte de médecine. Parce qu'en Afrique, tu n'as pas de sécurité sociale. Donc, si tu es malade aujourd'hui en Afrique, tu arrives à l'hôpital, si tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Donc, imagine-toi si tu es au chômage et tu tombes malade. En fait, la probabilité de mourir est très élevée parce que je ne sais pas comment on va te soigner. Supposons qu'il faut faire une opération chirurgicale. On demande 400 000 francs. Il n'y a pas de sécurité sociale. Personne ne va t'opérer pour que tu payes après. Donc, si tu n'as pas d'argent, ça veut dire qu'avoir de l'argent entre maintenant dans ce qu'on appelle la médecine primordiale et primaire. Ça veut dire que la médecine maintenant, dans sa dimension primaire, c'est-à-dire les actions qui permettent d'anticiper sur la maladie, il y a maintenant le chapitre gagner de l'argent, avoir une activité génératrice de revenus. C'est pour ça que quand moi je parle d'entrepreneuriat, les gens se disent non, ce n'est plus la médecine, comment tu ne fais pas la médecine? Non, je parle d'entrepreneuriat pour que les Africains qui m'écoutent comprennent qu'ils doivent entreprendre, qu'ils doivent avoir une activité pour générer des revenus parce que ces revenus vont permettre à ce que si un jour ils sont malades, en arrivant à l'hôpital, si on demande 50 000 francs pour effectuer un examen, qu'ils aient les moyens de payer. Parce que s'ils n'ont pas la possibilité de le faire, ils vont mourir fatalement. Donc, moi, j'ai dans ce mindset parce qu'à l'hôpital, j'ai compris que c'est le seul mindset qui peut permettre de s'en sortir. Donc, j'ai compris qu'on ne peut pas juste rester à l'hôpital consulter. Parce que ce serait comme si tu as une maison, tu as le plafond qui est percé, chaque fois qu'il pleut, l'eau coule. Et toi, tout ce que tu te contentes de faire, c'est d'acheter des seaux pour recueillir de l'eau. C'est bien, tu vas recueillir de l'eau, mais ce n'est pas la solution finale. Il faut à un moment donné que tu sortes de la maison, que tu montes sur le plafond pour voir comment boucher les trous. Donc moi, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je sorte de l'hôpital pour aller dans la société, faire comprendre aux gens que si vous n'avez pas d'argent, vous allez mourir. Parce que moi, je suis à l'hôpital, chaque jour, je vois les gens mourir. Parce qu'ils n'ont pas 5 000, parce qu'ils n'ont pas 10 000, parce qu'ils n'ont pas 50 000. Donc, moi, je viens hors de l'hôpital vous dire que voilà ce que je vous recommande de faire. Ayez une activité qui vous permet de gagner de l'argent. Essayez de vous mettre ensemble, parce que je sais que quand on est seul, c'est difficile. Battez-vous pour pouvoir vous-même trouver des solutions à vos problèmes. Parce que si vous ne trouvez pas de solution, quand vous allez venir à l'hôpital, moi, je vais seulement vous dire que votre fille vient de mourir parce qu'il n'y a pas d'argent. Et je n'aurai aucune émotion. Je ne vais pas pleurer parce qu'un médecin ne pleure pas. Non, on nous a appris en fac de médecine que le médecin ne pleure jamais en public. Parce que si le médecin pleure, comment le patient va faire? Parce que si tu t'imagines, tu arrives à l'hôpital, tu rencontres ton médecin, tu lui présentes ton problème, ou tu lui montres les résultats de ton examen, et il dit non, c'est pas possible. Waouh, c'est la première fois que je vois ça. Oh non. Attends, si ton médecin réagit comme ça, toi, tu vas donc faire comment? En fait, tu peux juste... tu vas faire un choc, en fait. Parce que si le médecin est étonné par rapport à ce que tu as, c'est que c'est fini. C'est pour ça que le médecin, lui, doit toujours rester stoïque.
Donc, même si le cas est grave n'importe comment, il doit toujours te rassurer. Il doit te dire, non, madame, on va trouver une solution. Je viens de voir vos examens. C'est vrai que c'est un peu au-delà de la normale, mais en fonction de ce que j'ai vu, je pense que ça pourrait être tel syndrome qui correspond à telle maladie. Je vous explique la prise en charge. Dans un premier temps, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Même si au fond de moi, je sais qu'à 95%, tu dois mourir. Voilà l'attitude que je dois avoir. Donc, c'est ça, en fait, que j'ai transposé en entrepreneuriat. Tout simplement. Ça serait pas de mentir un peu? Se mentir. Ça serait pas de mentir aux gens un peu? Non, non, ce n'est pas mentir, ça s'appelle du professionnalisme. Je veux dire, quand tu arrives, par exemple, dans une entreprise, tu vois une assistante de direction qui te parle en souriant alors qu'elle a 3 mois d'arrêt de salaire. Est-ce que c'est du mensonge ou c'est du professionnalisme? Le Parce professionnel. qu'elle aurait pu être désagréable parce qu'elle n'a pas été payée depuis. Mais elle continue de sourire alors qu'elle n'a pas de salaire. Ça s'appelle juste du professionnalisme, c'est tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu mets de côté tes émotions et tu traites de façon professionnelle tes patients, tes clients, et puis tu vas gérer tes émotions après. Parce que ce ne sont pas tes clients qui sont à l'origine de tes frustrations. Le client qui vient, il a un problème. Le patient qui vient, il est malade. Tu n'as pas à être désagréable vis-à-vis de lui parce qu'au fond de toi, tu as un problème, peut-être, voilà, tu as perdu ton travail et tout ce qui va avec. Non, tu dois rester professionnel. Et le professionnalisme, quand je suis médecin, consiste à rester très sérieux, à rester stoïque, à ne pas faire paniquer inutilement le patient parce qu'il est déjà malade, il panique déjà. Surtout en Afrique, quand un patient arrive à l'hôpital en Afrique, ça veut dire que c'est grave. Parce qu'il a déjà essayé tellement de choses. Et quand il vient à l'hôpital, c'est parce qu'il n'a pas pu trouver une herbe qui a permis de résoudre son problème. Donc quand il vient, ça veut dire qu'il panique déjà. Mais si son médecin panique encore plus que lui, c'est que c'est très grave. Donc là, on entre dans le professionnalisme tout simplement. D'accord. Alors, parlant de vos ouvrages, j'en ai repéré pas mal que vous êtes également auteur pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, il est également auteur. Euh, je ferais mieux de bloquer vos commentaires le temps parce que je sais même pas comment faire. Parce que vous déstabilisez un petit peu dans les commentaires là. Soyez sérieux les gars. Bref. Alors oui, effectivement, en parlant de vos bouquins, nous avons vu, j'ai vu en fait votre livre, Les 100 idées de projet à débuter son financement au Cameroun. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, exactement. D'accord. Donc, ça traite de la création d'entreprises sans autofinancement. Mais pourquoi est-il important pour toi précisément d'encourager les jeunes à entreprendre malgré le manque de ressources qui est l'un des plus grands problèmes de l'Afrique et des entrepreneurs africains? D'accord, ça c'est une question qui est très pertinente. Et j'explique d'abord le contexte du livre et je vais répondre à ta question directement juste après. Pourquoi est-ce que je crée le livre? C'est parce que quand je donne mes conférences et quand je travaille avec des jeunes entrepreneurs à la Startup Academy, je me rends compte que ces entrepreneurs ou ceux qui aspirent à entreprendre, la plupart des fois rencontrent 2 problèmes. Le premier problème, c'est le fait que tu vas trouver des jeunes qui vont te dire, je n'ai pas d'argent pour me lancer. Et tu vas trouver des jeunes qui vont te dire, je ne sais pas dans quel secteur d'activité me lancer. Et je me suis dit, d'accord, je vais donc publier un livre qui résout ces 2 problèmes à la fois. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous lancer sans avoir forcément de ressources financières et je vais vous présenter quelques idées que vous pourriez implémenter. Donc, c'est ça le contexte du livre. Maintenant, à ta question qui est celle de savoir pourquoi est-ce que j'encourage des jeunes à se lancer même s'ils n'ont pas de ressources financières, c'est parce que les jeunes ne comprennent pas que lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat, en fait, il existe plusieurs ressources et la ressource financière, c'est juste l'une d'entre elles. Je m'explique. Quand on est un entrepreneur, on a plusieurs ressources qu'on peut utiliser pour développer son entreprise. Et la ressource financière est juste l'une de ces ressources-là parmi tant d'autres ressources qui existent. Sauf que parfois, on se concentre juste sur la ressource financière, alors qu'il existe d'autres ressources qui peuvent permettre aussi de développer son projet, mais qui sont négligées parce que tout le temps ne parle que d'argent. Et moi, je dis toujours que l'argent se trouve chez les gens. Je veux dire, si tu vends un produit ou un service, pour avoir de l'argent, il faut bien que tu interagisses avec une personne et que cette personne trouve que ton produit ou ton service est intéressant et échange ce produit contre de l'argent. Ça veut dire que l'argent se trouve chez les gens. Donc, la valeur humaine, les relations humaines participent aussi à des ressources à développer quand on veut mettre en place un projet. Ça veut dire que les ressources humaines font partie des ressources qu'un entrepreneur peut utiliser pour développer un projet.
Donc, un entrepreneur peut ne pas avoir de ressources financières. Ça veut dire que dans son compte bancaire, il y a 15 000 francs ou alors peut-être 10 euros. Dans ses poches, il n'a que 50 euros ou alors 30 000 francs. Il n'a pas de patrimoine, il n'a pas de terrain, il n'a pas d'immeuble, il n'a pas tout cela. Ça veut dire qu'il n'a pas de ressources financières. Mais il a des ressources humaines. Ça veut dire qu'il y a des personnes qu'il connaît. Il y a des personnes qu'il peut aller rencontrer. Il y a des personnes à qui il peut présenter ce qu'il fait. Et ces personnes pourraient être intéressées et mettre à sa disposition ces ressources financières-là qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs et tous ensemble vont gagner. Donc, c'est le fait que lui, il se concentre uniquement sur les ressources financières qui font en sorte qu'en fait, il ignore le fait qu'il y a beaucoup d'autres ressources plus pertinentes qu'il pourrait utiliser. Je prends peut-être un autre exemple de ressources. Les ressources réseau. C'est un exemple de ressources que les entrepreneurs n'utilisent pas souvent. La ressource réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un groupe de personnes avec qui vous êtes capable de mettre en place des projets. Il peut s'agir d'une association. Ça peut être peut-être comme la Startup Academy. C'est l'une des raisons pour laquelle on a créé cela. Ça veut dire que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, mais il y a des personnes dans ce groupe que tu peux aller rencontrer et leur dire, vraiment, je n'ai pas d'argent, mais j'ai un projet. Je voudrais qu'on mette ce projet sur pied, mais je n'ai pas d'argent. Dans ce groupe, on va essayer d'évaluer si tu es crédible. On va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte garant? Ça veut dire que, est-ce que tu as quelqu'un qui pourrait ici venir nous dire que si ça ne fonctionne pas, cette personne se porte garante. Ça veut dire que là, on évalue ta crédibilité. Si tu as quelqu'un qui est capable de venir dire que moi, je me porte garant, cette personne serait capable de mettre à ta disposition de l'argent pour dire que, OK, si cette personne dit que tu es quelqu'un de crédible, alors nous, on te donne de l'argent. Ça, c'est la ressource réseau. Par exemple, en Afrique ou au Cameroun spécifiquement, ça se fait dans des associations, parfois des associations de villages, de ressortissants de villages qui décident de se mettre ensemble et de se dire, nous, comme nous sommes du même village, il faudrait qu'on se mette ensemble pour nous partager les opportunités que nous avons, de telle sorte que ceux qui ont moins de moyens puissent bénéficier des ressources des autres et puis vice-versa, on s'échange des produits et des services de cette façon-là. Ça, ce sont des ressources réseau que les entrepreneurs n'utilisent pas suffisamment. Je vais prendre un autre exemple de ressources. Les ressources intellectuelles. On veut se lancer en business. On cherche l'argent. Mais est-ce qu'on a les compétences requises pour faire le business qu'on est en train de vouloir faire? Ça, ce sont les ressources intellectuelles. Ça veut dire qu'il faut se former. Aujourd'hui, pour se former, c'est beaucoup plus facile avec Internet. Tu peux lire, parce que je considère même que tu n'as pas les datas. Parce que quand je dis se former sur Internet, quelqu'un va dire YouTube, ça coûte cher. Moi, je dis toujours que s'il faut choisir entre un texte et une vidéo, il n'y a pas de choix à faire. Le choix, c'est le texte. Parce que le texte est beaucoup plus précis, il est plus détaillé, il te permet de pouvoir comprendre les choses de façon organisée, il te coûte moins cher, parce que pour lire un texte, ça dépense moins de data que suivre un direct comme celui qu'on est en train de faire actuellement. Donc aujourd'hui, la connaissance est disponible. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent t'apprendre si tu décides juste de leur sacrifier ou alors de leur octroyer un peu de ton temps. Donc, ça, ce sont les ressources que les entrepreneurs n'utilisent pas. Eux, ils se concentrent sur l'argent. Le problème donc que ça entraîne, c'est quoi? C'est que lorsqu'on leur donne de l'argent, étant donné qu'ils sont focalisés uniquement sur l'argent, ils ont l'impression que l'argent peut faire des miracles. L'argent ne fait pas des miracles. Si tu as de l'argent et tu veux recruter des personnes dans ton entreprise, comment tu fais pour recruter les personnes fiables? L'argent ne te permet pas de savoir qui est fiable ou pas. Parce que quand tu as l'argent, tout le monde veut te faire croire qu'il est fiable parce qu'il veut ton argent. Dès que tu donnes l'argent, tu te rends compte qu'il n'est pas fiable comme tu pensais et tu viens de perdre de l'argent. Tu viens de miser sur quelqu'un qui pendant 3 mois a gaspillé ton argent, ne t'a pas permis d'atteindre le résultat. Tes ressources sont en train de s'épuiser. Mais l'argent pourrait t'aider à justement recruter quelqu'un qui pourrait recruter ces personnes les plus fiables. Le problème, c'est qu'il y a toujours un biais si toi-même, tu n'as pas la possibilité d'identifier quelqu'un de fiable. Parce que pour pouvoir identifier que quelqu'un est fiable, il y a des ressources intellectuelles à utiliser qui permettent de tester des personnes, qui permettent de comprendre la psychologie des personnes avec qui on veut travailler. Et l'argent seul ne peut pas résoudre ça. Il faudrait que tu aies eu à développer tes ressources intellectuelles qui te permettent d'analyser le profil de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas à 100%, mais au moins, ça réduit le pourcentage d'échecs. Ce n'est pas pour rien que les disciplines comme les responsables des ressources humaines existent. C'est parce qu'en fait, c'est tout un métier en fait, de pouvoir comprendre que telle personne, dans tel environnement, pourrait se comporter de telle façon. Pour sélectionner une personne, il faut prendre en compte tel critère, tel critère, tel critère et tel critère. Ce n'est pas l'argent seul qui peut le faire. Sauf que parfois, quand on a l'argent, on se dit qu'on a tout.
Donc, il suffit juste de prendre le CV de quelqu'un et de voir que voilà, son CV est rempli. On lui donne de l'argent, il va faire le travail. Mais parfois, tu lui donnes de l'argent, il n'arrive pas à faire le travail. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Puisque toi-même, tu ne peux pas faire ce travail. Tu as déjà donné de l'argent. Il n'a pas réussi à faire. Et ton argent n'est pas illimité. Donc, si tu donnes à une personne, il ne réussit pas, deux personnes, trois personnes, à un moment donné, tu n'auras plus d'argent. Donc, tu vas te retrouver endetté, sans argent, sans projet qui fonctionne. Et la situation sera plus grave parce que tu n'as pas pris du temps de développer les autres ressources qu'un entrepreneur devrait avoir. Donc moi, je le dis parce que je voudrais pousser les entrepreneurs à comprendre que l'argent est indispensable. Oui, c'est une des ressources. Mais ce n'est pas la seule et ce n'est même pas la plus importante. Parce que si tu n'as pas de ressources relationnelles, si tu n'as pas de ressources réseau, si tu n'as pas de ressources intellectuelles, si tu n'as pas toutes ces ressources, si tu n'as pas de ressources temporelles, par exemple, si tu ne sais pas gérer ton temps, si tu ne sais pas t'organiser, si tu ne sais pas durant toute une journée savoir quelles sont tes priorités, comment travailler, si tu ne sais pas optimiser le temps que tu as pour pouvoir produire de meilleurs résultats, l'argent ne va pas résoudre ce problème. Parce que tu auras beaucoup d'argent, mais comme tu es désorganisé, qu'est-ce que ça va entraîner? En fait, tout ton argent va partir dans ta désorganisation et ton entreprise, elle aussi, ne pourra pas prospérer. Donc, l'entrepreneur doit comprendre qu'il y a plusieurs ressources qui existent. Il doit être capable de pouvoir manipuler toutes ces ressources-là et se développer et comprendre que l'argent permet tout simplement de rendre ce processus-là beaucoup plus grand, mais ça ne peut pas remplacer. Absolument pas. D'accord. Alors, Modeste, j'aimerais en fait que vous parliez beaucoup plus un petit peu de vos expériences, des choses que vous avez eu à implanter depuis que vous avez. Enfin, je voulais qu'on parle de Njoka, c'est ça? D'accord. Je voulais qu'on parle de Njoka, mais ça sera un peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais en fait que depuis que tu t'es lancé dans ton premier business jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as eu à faire comme de l'impact? Qu'est-ce que tu as eu à voir? Comment est-ce que tu as eu à relever les défis qui étaient justement face à toi vis-à-vis de cette jeunesse? Comment tu t'es... quand je parle de défis, je parle également enfin, je parle des échecs, mais je parle aussi des avantages. Des choses que tu as eu à faire de positives, des choses également que tu as eu à faire, mais qui n'ont pas forcément, je veux dire, qui n'ont pas forcément été bien récompensés, que ce soit vis-à-vis du gouvernement, que ce soit vis-à-vis de ces personnes-là, donc ces accompagnateurs, ces entrepreneurs. Jusque-là, qu'est-ce que tu as comme résultat? Tout ce que tu as eu à faire. Alors pour ça, je vais donc présenter de façon historique et chronologique ce que j'ai eu à faire, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les leçons que j'ai tirées de ce parcours-là pour que ça permette à chacun de comprendre de façon claire ce qui s'est passé. Donc disons qu'on va repartir de mon doctorat en médecine. Donc, en novembre 2014, moi je deviens médecin. Et quand je deviens donc médecin, il y a certains projets par lesquels je commence. C'est vrai que je n'ai pas présenté ça antérieurement, mais je vais le dire cette fois puisque ta question me permet de revenir dessus. Quand je suis en 6e année de médecine, je suis en train de préparer ma thèse. Je commence à travailler sur un projet qui s'appelle Global Archive. Alors Global Archive, c'est un projet que je voulais mettre sur pied pour une raison qui est simple. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous avez un médecin que vous allez rencontrer. Le médecin écrit dans un carnet. Sauf que vous ne rentrez pas avec le carnet. La plupart des fois, le carnet reste à l'hôpital. Vous allez partir, on va vous prescrire par exemple des examens et peut-être des médicaments dans une ordonnance et un bulletin d'examen. Ce sont les seuls documents qu'on va vous donner. Vous allez aller à la pharmacie acheter ou alors vous n'achetez même pas. Vous rentrez à la maison. Si un autre jour vous êtes malade, peut-être 1 mois après, 2 mois, 5 mois, 10 mois, vous allez repartir peut-être dans un autre hôpital. Même si vous revenez dans le même hôpital, la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est d'acheter à nouveau un carnet. Et parfois, on reprend à zéro. Parfois, on vous demande de faire des examens qu'on ne devrait pas faire 2 fois dans la vie de quelqu'un. Moi, je prends un exemple. On ne devrait pas faire le groupe sanguin de quelqu'un 2 fois. Parce que ça ne change jamais. Donc, il est inadmissible que tu viennes à l'hôpital en 2015, on te demande de faire le groupe sanguin. Et puis, quand tu viens en 2022, on te demande encore de faire le groupe sanguin. En fait, ça n'a pas de sens. Parce que ça ne change pas. Sauf que parfois, toi-même, le patient, tu ne te rappelles plus de ton examen. Et le problème donc que ça entraîne, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de te redemander de le faire parce qu'on n'a pas cette information. Donc, c'est comme ça que je pense au projet Global Archive. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas numériser tous les documents qu'on a dans les hôpitaux, créer une plateforme en ligne où les hôpitaux seraient donc connectés et auraient accès à cette plateforme-là. Ça permettrait à ce que, avec quelques mots-clés, on peut retrouver un patient,
retrouver tous les examens qu'il a déjà eu à faire, les hôpitaux dans lesquels il est passé, avoir son historique médical donc, et ne plus lui demander de faire les mêmes choses, de se baser sur ces informations-là pour pouvoir mieux le prendre en charge. Donc, c'est comme ça que je crée dans le projet Global Archive. Et je me dis qu'on pourrait répliquer ça aussi dans les ministères, c'est-à-dire dans une mairie, par exemple, on peut implémenter ça pour numériser, disons, les actes de naissance, les actes de mariage. Ça fait que même si la mairie brûle, on a déjà tout dématérialisé, en fait. C'est ça qu'on appelle la dématérialisation des archives papier. Donc, c'est tout simplement un terme barbare qui veut juste dire qu'on scanne les documents, on les met sur une plateforme qui est stockée dans un cloud, c'est-à-dire une sorte de disque dur en ligne sur Internet qui peut aussi être privé dans l'entreprise pour que les gens sur Internet n'aient pas accès à cela. Et ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est qu'avec quelques mots-clés, on est capable de retrouver ces documents. Sauf que l'entreprise a fait faillite parce que effectivement, j'ai créé cette entreprise et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que les gens ne voulaient pas me donner accès à leurs documents. Parce qu'ils avaient peur, en fait, de ce que je devais en faire. Ils se disaient, mais on va te donner nos documents et si les impôts tombent dessus? Ils vont découvrir exactement ce qu'on fait. Ils peuvent nous faire un redressement fiscal. Ou alors, nos documents peuvent se retrouver sur Internet. En fait, ils ne me trouvaient pas fiable et crédible. Même avec les C'est comme ça que oui, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Tellement ça ne fonctionnait pas que j'ai été obligé d'utiliser la solution pour moi tout seul. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon téléphone, j'ai le dossier de tous mes patients. Donc, si moi, j'étais déjà consulté une fois, sache que j'ai ton dossier dans mon téléphone. Donc, moi, j'ai créé donc ça pour moi seul. Donc, quand je consulte un patient, dès que je finis de le consulter, je numérise son dossier, je mets sur la plateforme en ligne avec son nom et tout. Quand il finit de faire les examens, il n'est pas obligé de venir me rencontrer physiquement. Donc, il peut m'envoyer, par exemple, ses résultats sur WhatsApp, par mail. Je lis ses résultats, je lui envoie une ordonnance électronique et je numérise son ordonnance, ses résultats dans son dossier. Ce qui fait que si je ne suis pas là et un médecin doit le consulter, même dans un autre pays, tout ce que j'ai à faire, c'est de donner les accès à ce dossier, à ce médecin-là, qui va juste consulter et voir les examens qui ont été faits, l'ordonnance qui a été donnée, même les échanges que j'ai eu avec le patient, je les numérise. Même si on causait sur WhatsApp, je prends toute la conversation, je la numérise, j'envoie au médecin pour qu'il voit un peu comment ça s'est passé et qu'il puisse faire le suivi directement. Parce qu'en fait, les hôpitaux, les ministères n'acceptaient pas ma solution, en fait. Donc, je n'avais pas réussi à utiliser les autres ressources. Parce que là, par exemple, je devais utiliser une ressource qui s'appelle la ressource lobbying pour que les gens puissent me donner accès à certains marchés. Moi, je n'avais pas s'acheter un jeune médecin. Je me baladais là d'hôpital en hôpital. Je partais dans les ministères. On me voyait comme un gamin qui est fou. Et puis, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, si je veux faire la même chose, je sais exactement comment je vais faire. Je ne vais pas utiliser l'argent, mais je vais utiliser une ressource qui s'appelle la ressource lobbying. Donc, ça, c'est Global Archive qui a fait faillite totalement. Deuxième projet, ça s'appelle Global Investment Corporation. C'est un projet que j'ai lancé avec des amis. Et le but était de nous lancer dans l'agriculture et l'élevage. Mais dans un premier temps, on a commencé par l'agriculture. Et on a un parmi nous qui a dit, OK, puisqu'on veut se lancer dans l'agriculture, moi, je mets le terrain à votre disposition. Parce que voilà, comme on est ensemble, on n'a pas assez d'argent. Je donne le terrain. Il nous a donc donné un terrain. On a cotisé notre argent. On est allé cultiver sur ce terrain-là. Sauf que lorsque la récolte approchait déjà, on nous a fait comprendre qu'en fait, le terrain ne nous appartient pas. Donc, les vrais propriétaires du terrain sont venus récupérer le terrain en faisant comprendre qu'en fait, le terrain était hypothéqué à la banque et que d'ailleurs, personne ne nous avait donné le droit de travailler dessus. Sauf qu'ils viennent nous dire ça uniquement quand on voulait déjà récolter, en fait. Donc, ce qui fait qu'on n'a rien récolté, on a tout perdu. Et puis, ça m'a donné un traumatisme très grave qui a fait en sorte que quand il s'agit d'agriculture, maintenant, je suis très méticuleux, je suis très sceptique par rapport à cette mauvaise expérience que j'ai eue. Dans le projet a fait faillite, on a tout perdu. Mes amis et moi, on s'est séparés totalement parce que j'estimais que c'était du grand n'importe quoi. Donc ça, c'était le deuxième projet. Ensuite, il y a eu un projet qui s'est appelé Secret industriel parce que j'estimais qu'en Afrique, c'est inadmissible que des choses basiques soient secrètes. Parce qu'en Afrique, par exemple, fabriquer le savon, c'est secret. Le savon, ça veut dire que quelque chose qui existe depuis des centaines d'années, quand un Africain sait fabriquer le savon, c'est comme une formule secrète qu'il a. Au point où il cache. Il dit non, vraiment, je ne veux pas que mon secret soit... Je peux comprendre qu'il existe des savons qui ont des particularités bien spécifiques du fait de certains intrants qui ont été sélectionnés pour avoir un résultat vraiment optimal. Mais le savon de base, en fait, c'est quelque chose qu'on doit véhiculer à tout le monde. Ça doit être même enseigné à l'école. Sauf qu'en Afrique, en fait, les informations sont secrètes.
Donc, les gens, parfois, ont une information tellement banale qui pourrait même aider un jeune à lancer son business et à sortir de la misère. Mais ces personnes-là gardent ces informations pour elles comme étant des secrets, alors que parfois, elles ne les utilisent même pas au quotidien, ces informations-là. Et moi, ça m'énervait. Et je me suis dit, OK, il faut que je crée un projet qui s'appelle Secret Industriel, où on va partager gratuitement des astuces pour apprendre à fabriquer certains produits qu'on utilise au quotidien. Ça peut être des savons de ménage, ça peut être par exemple des produits agroalimentaires. Donc le projet en lui-même n'a pas fonctionné, mais j'ai envie de dire qu'on l'a réinstauré à la Startup Academy plus tôt, que nous avons créé quelques années après, en organisant assez régulièrement des ateliers, des formations, en enregistrant des vidéos dans lesquelles on présente un peu comment est-ce que ces différents produits se fabriquent pour que les Africains puissent comprendre comment ça fonctionne et utiliser ces bases-là maintenant pour créer eux-mêmes leur propre formule partant des bases dont on a déjà divulgué les informations. Donc ça, c'était Secret Industriel qui n'a pas fonctionné, mais on l'a développé ultérieurement dans le projet Startup Academy. Donc après, il y a eu SOS Médecin. Là, c'est quand j'étais déjà sorti pratiquement un an après qu'on lance dans SOS Médecin en 2015. SOS Médecin fonctionnait très bien. J'avais des collègues, on faisait des consultations à domicile. Après, on a eu des bureaux dans lesquels on organisait dans des campagnes de santé et de dépistage. On descendait dans des villages, on organisait des événements assez régulièrement. On communiquait principalement sur Internet. Et j'ai envie de dire que dans tous les projets que je suis en train de citer, Internet a été vraiment d'un apport majestueux. Parce que s'il n'y avait pas eu Internet, je pense que je n'aurais pas pu réaliser ce que nous avons pu réaliser jusqu'à ce jour. Donc Internet a été pour 90% je veux dire, le levier qui nous a permis de développer tout ce que nous avons développé jusqu'à ce jour. Donc il y a eu SOS Médecin. Je tiens à préciser que dans tous ces projets, on n'a presque jamais été accompagné, que ce soit par l'État, que ce soit par n'importe qui, parce que voilà, on estimait toujours que voilà, ce sont des jeunes, qu'est-ce qu'ils font réellement? Moi, je me rappelle quand je partais parfois prospecter des personnes pour leur parler de SOS Médecin, ces personnes me disaient, dans tout le projet que tu es en train de m'expliquer là, tu veux me dire que c'est toi qui as créé ça? Et je leur disais que, mais moi, comment je suis médecin? Tu vois, parce que parfois, quand on regarde ton âge, c'est aussi un problème c'est aussi un problème qu'on a en Afrique. Ça veut dire que quand tu es jeune, on considère de facto que tu es incompétent. Et du coup, quand on considère que tu es incompétent, ça veut dire qu'on te prend avec la main gauche. C'est une expression au Cameroun qui signifie que, voilà, on te prend pas au sérieux. On se dit toujours que, bon, celui-là, est-ce qu'il est même sérieux? Un jeune comme ça, il veut dire que c'est lui qui va venir révolutionner le système de santé dans notre pays. C'est pas possible. Donc, on ne me prenait pas au sérieux et j'ai compris que, voilà, si avec vous, je ne peux pas le faire, voilà, je vais le faire avec des collègues ou je vais le faire avec des personnes qui croient en ce que nous faisons. Donc, c'est comme ça qu'on a développé le projet SOS Médecin. Ensuite, il y a eu la Startup Academy. Alors, la Startup Academy, l'idée était simple. On organise des conférences, on stimule des personnes à se lancer en entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première phase qui s'appelle la sensibilisation. Dès qu'on a déjà stimulé une masse critique de personnes qui croient déjà que entreprendre, c'est quelque chose d'intéressant, on passe à la deuxième phase. Il faut les former, parce que s'ils ne sont pas formés, même si on leur donne de l'argent, ils ne peuvent rien faire. Donc, on commence à les former. Pour ça, il faut qu'on ait des sièges. C'est comme ça qu'on a commencé à ouvrir des sièges. On a ouvert un siège dans la ville de Yaoundé, on a ouvert un siège dans la ville de Douala, un siège dans la ville de Tchang, on a ouvert un siège en Côte d'Ivoire à Abidjan, on a ouvert des représentations dans plusieurs autres pays comme le Bénin, comme la France, comme le Canada, ainsi de suite. On a eu à un moment donné pratiquement 5000 membres. Et qu'est-ce qu'on faisait? On les formait donc régulièrement sur plusieurs disciplines. Et je n'étais pas le seul à former parce que toutes les personnes formaient en fonction de leurs compétences, de leur expérience et surtout de leur domaine d'activité. Donc c'est comme ça qu'on a formé dans plusieurs domaines des jeunes. On leur a donné donc les compétences requises pour pouvoir réellement se lancer en entrepreneuriat. Et ensuite, on est passé à la troisième étape qui s'appelle donc l'investissement. C'est bien, on a fini de former des gens. Maintenant, il faudrait mettre à leur disposition des capitaux pour leur permettre de lancer des projets. C'est comme ça donc qu'on a commencé à lancer vraiment beaucoup de projets, dont plusieurs n'ont pas fonctionné et d'autres ont fonctionné. Je vais citer quelques-uns. On a lancé un projet qui s'appelle Startup Food. C'était une marque de chocolat que nous avons mis sur le marché en 2021, qui a très bien fonctionné au début, après qui a fait faillite totalement. Actuellement, on est en train de relancer la marque parce qu'on a eu beaucoup de problèmes dans la production, dans l'approvisionnement en matières premières. On a eu un deuxième projet qu'on a lancé qui s'appelait Medixcare. C'était un projet qui devait toujours faire dans le domaine de la santé, mais beaucoup plus dans le secteur de l'assurance, qui n'a pas fonctionné. On a lancé un autre projet qui s'appelait Startup Kiosk parce qu'on voulait un peu faire une sorte de Wall Street, mais adapté au contexte africain pour que les gens puissent acheter des actions dans les entreprises, les PME, les startups et pouvoir réinvestir, gagner des dividendes à des périodicités courtes.
Ça n'a pas fonctionné, ça a été un flop total. On a lancé un autre Startup Pharma. L'objectif était de fabriquer des médicaments. Ça n'a pas fonctionné, ça a fait un flop. On a lancé un autre Startup Color où on voulait fabriquer de la craie. On a commencé à fabriquer de la craie, on commercialisait cela dans les établissements. Après, ça a fait un flop parce qu'on avait des difficultés à pouvoir avoir de bonnes machines. On avait fait venir des machines, mais les formulations qu'on avait ne fonctionnaient pas, donc on n'avait pas la craie de qualité. On a lancé un autre projet qui s'appelait Startup School, qui n'a toujours pas fonctionné parce que nous, on voulait se spécialiser dans les plus petits. Parce qu'on se disait, parfois, quand on touche les plus vieux ou les adultes, parfois, c'est déjà fini, ils n'ont plus d'espoir, ils sont perdus. Donc, on a décidé de se concentrer sur les plus jeunes. Là encore, ça n'a pas fonctionné. On a lancé un projet Startup Motors où notre objectif, c'était de fabriquer un véhicule. J'avais même d'ailleurs publié une vidéo dessus où on avait déjà fait des maquettes 3D, on avait fait déjà des modèles miniatures même. On était déjà en train de travailler sur des systèmes de freinage, des systèmes d'intelligence artificielle et tout. Après, ça n'a pas fonctionné parce que voilà, non seulement on n'avait pas le budget pour suivre et on n'avait pas toutes les expertises nécessaires pour le faire. On a lancé un autre projet Startup Musique qui lui aussi n'a pas fonctionné parce que voilà, on estimait que ce n'est pas normal que toute la musique, par exemple, qu'on utilise dans nos projets provienne de l'Occident. Par exemple, si tu veux faire une vidéo, tu as besoin des musiques que tu vas mettre dans ta vidéo. Tu vas prendre ces musiques où la plupart des fois, tu vas aller sur Google, tu vas aller sur YouTube, tu prends des musiques, après on va te dire qu'il y a les droits d'auteur dessus et tout ça.